Alors, on reprend notre deuxième partie, notre deuxième live pour ce soir. Et mon invité est la professeure Saneh Ben Achour. Bonsoir, qui est ma professeure d'ailleurs, elle m'a enseigné. Ouais. Bonsoir, je suis contente que vous soyez là dans mon direct, Madame Ben Achour, pour parler principalement d'une activité de l'association Baïti. Et par la suite, on reviendra, si vous voulez, sur enfin un peu la situation politique, puisque vous êtes aussi active politiquement et juridiquement concernant enfin, ces changements, c'est l'arrêt de la transition démocratique et les résultats des élections, puisque vous avez assisté ce matin à un séminaire où on a examiné, on est revenu sur les résultats des élections législatives. Oui. Mais on va commencer d'abord par le livre blanc, oui, qui est édité par un ensemble de... Voilà, merci de le montrer à la caméra. Oui. Édité par un ensemble de partenaires, dont oui, l'association Baïti, qui est votre association, Madame Ben Achour, et où vous avez publié des statistiques sur la prise en charge des femmes victimes et survivantes des violences. Oui. C'est dans le cadre d'un projet qui a pour titre « Appui à l'Observatoire national pour l'élimination des violences à l'égard des femmes ». Voilà. Donc, à part Baïti, qui sont les trois autres fondations ou associations qui ont porté... D'abord, merci pour votre invitation, avec pour plaisir, vos mots gentils. Avec plaisir. Alors, effectivement, Baïti est une association. D'abord, je vais présenter un peu Baïti, oui, mais rapidement. Hein. Oui. Donc, Baïti est une association féministe qui a une vision intersectionnelle et qui a deux points de chute, disons, comme disent les juristes, c'est comme pour les actes administratifs à 2 points de chute. Oui. Elle fait de la prise en charge pour les femmes victimes de violences, de discrimination et d'exclusion économique et sociale. Donc on a des catégories les plus larges de la société, mais les plus vulnérables en même temps. Donc les femmes les mamans célibataires, les femmes migrantes, les pauvres, les femmes pauvres, les femmes qui ont quelques handicaps, des personnes isolées, des femmes isolées. Donc voilà, donc ça c'est le public de l'association Baïti. Et Baïti a pu mettre en place un certain nombre donc d'unités opérationnelles dans le cadre de cette vision féministe intersectionnelle solidaire, donc pour marquer sa solidarité, mais en même temps pour obtenir le changement social. Donc on a mis en place un centre d'hébergement, un centre d'hébergement, un centre de formation qu'on a appelé Baïtsawe, un autre centre de formation qu'on a appelé Benja, et qui est un centre pour le bien-être des femmes et la promotion de leurs droits. Et bien entendu, on a l'unité de jour qui est un peu la plate, qui est l'organe pivot de l'association qui accueille les femmes. Aujourd'hui, on en est à peu près, si je me souviens bien, 1700 femmes qui ont été accueillies par l'association Baïti. Ce sont des femmes victimes des violences. De violences, de discrimination, hein, parce que c'est dans la discrimination que la violence se nourrit, et dans l'exclusion. Pour ces centres d'accueil ou d'hébergement de ces femmes, oui, Madame Ben Achour, est-ce que c'est-à-dire que c'est une phase de passage ou elles y restent longtemps? Non, c'est pas une vie. Vivre dans un centre d'hébergement n'est pas une vie. C'est nécessairement provisoire. Mais ça peut être un provisoire qui dure, parce que d'abord, je vais vous dire la réalité des choses, on est très peu relayé sur le plan institutionnel. C'est-à-dire que les associations de prise en charge se retrouvent un peu seules à se débattre pour une prise en charge de qualité. On est très très peu relayé par les institutions publiques de l'État central ou de l'État ou des administrations territoriales ou des collectivités locales. Vous savez, il n'y a pratiquement rien. Aujourd'hui, bon, je ne dis pas qu'il y a des efforts qui sont faits, mais véritablement ce sont les associations sur qui on a délégué cette responsabilité qui est énorme. Je viens de la TFD, j'avais une réunion avec mes amis de la TFD, on parlait de ça, et on souffre toutes des mêmes déficits de la prise en charge, parce qu'on veut assurer une prise en charge de qualité, c'est-à-dire, quand on dit une prise en charge de qualité, c'est-à-dire que les femmes qui sont victimes de violences, de discrimination, d'exclusion, puissent trouver une solution à leurs problèmes. On ne peut pas la trouver seule.
Et d'ailleurs, ça me fait une bonne transition avec notre projet pour ne pas trop prendre le temps dans la présentation de Beïti. Donc, ce livre blanc, on l'a intitulé le livre blanc des associations. Pourquoi livre blanc? Alors, je viendrai au livre blanc, mais je vais vous dire qui il a fait. Donc, ce projet, il est dans le cadre d'un projet, comme vous avez bien voulu le dire, en appui à l'Observatoire national contre les violences à l'égard des femmes. Cet observatoire a été mis en place par la loi 2017-58, c'est-à-dire la loi contre les violences. C'est la fameuse loi 58. Il a mis 3 ans à voir le jour. Il a été totalement bloqué dans son fonctionnement. Aujourd'hui, j'espère, le jour de la présentation de notre livre blanc, il y avait la nouvelle directrice, Madame Bekri, la nouvelle directrice de l'Observatoire, ou la présidente, je ne sais pas quel est le titre, j'ai oublié, je pense que c'est la directrice générale de l'Observatoire, dans la mesure où celui-là, il est un établissement, c'est un établissement public administratif, il a été dirigé et lancé par notre amie féministe, Monia Kale, qui a tout fait pour lui donner son rayonnement. Elle était la première directrice. Hein. Oui. Elle était la première directrice. C'est elle qui s'est chargée de tout, qui a été là pour le lancer, pour lui donner son rayonnement, pour lui donner sa place dans la société tunisienne, pour compter sur les associations pour apporter leur aide. Et c'est justement dans ce cadre-là qu'on a lancé cette initiative, 4 partenaires ensemble, cette initiative d'appui à l'Observatoire national contre les violences à l'égard des femmes. Et donc, on est 4 partenaires. Il y a l'AFC, c'est elle le principal partenaire. L'AFC, c'est l'association Femmes et Citoyenneté du KEF, qui est présidée actuellement par Madame Belini Kalima, que vous connaissez probablement et qui fait partie d'ailleurs du conseil d'administration ou du conseil scientifique de l'Observatoire. La deuxième association, c'est l'association Beïti, que je viens de présenter. Il y a avec nous CIDERA, le centre de recherche, c'est le centre de recherche qui est présidé par Virginie Poubnet, et on a été porté, ce projet a été porté financièrement, logistiquement, mais également intellectuellement, parce qu'il y a des personnes qui se chargent de ça et qui sont des féministes et qui ont des visions, qui portent des visions de l'égalité et du féminisme, qui est l'AECID, l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Et je voudrais saluer ici Raphaël et Consuelo qui ont pris, et puis même l'ambassadeur espagnol, M. Guillermo à l'époque, qui véritablement ont compris les enjeux d'un observatoire. Donc voilà, donc c'est dans le cadre de cet observatoire, de cette initiative. Alors quelle était l'initiative? Je voudrais aussi, pardon, avant d'oublier, peut-être, c'est dommage, j'aurais voulu que Martha, la chercheuse de Beïti, plus Douja Mstiri, j'aurais voulu qu'elle soit là avec moi, mais bon. Je les invite une autre fois. Voilà, une autre fois. Il n'y a pas de souci. Elles sont les bienvenues. Elle est en congé, enfin elle est partie, elle a des cours à faire. Et donc voilà, elle sera là et ça serait bien de l'inviter. D'accord. Elle a porté le projet, honnêtement. Pour Beïti, elles ont toutes les deux. L'une représentait l'AFC et l'autre représentait Beïti. L'association Beïti. Voilà. Justement, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le livre blanc? Pourquoi le livre blanc? Le livre blanc parce que il est destiné justement aux autorités publiques. Pour faire un état, on a fait un état des lieux. Exactement. On a fait un état des lieux et qu'est-ce qu'on a fait exactement? On a fait quelque chose de très, très attendu, très opérationnel, dont personnellement je suis très contente parce que d'abord c'est du bon travail, fait dans les cadres, dans les règles de l'art, et puis parce qu'il est très utile pour les associations. Alors, de quoi il s'agit? C'est un livre blanc qui a essayé de mettre en place ce qu'on appelle une batterie minimale des indicateurs de violence. Très bien. Une batterie minimale, c'est-à-dire on va prendre des paramètres et des indicateurs, on s'est mis d'accord et tout le travail a été fait dans la concertation et la consultation, pas entre ces 4 partenaires seulement. Ceux-là dont j'ai parlé, ce sont les porteurs de projets.
Mais tout ce que nous avons fait, on l'a fait entre 15 et 9 associations. Ce sont des acteurs sur le terrain. Dans toute la République. Dans toute la République. Donc, ce n'est pas un travail centralisé, c'est un travail diffus sur toute la République et ça vient justement des efforts de ces différentes associations. Vous avez dit 15. Oui, entre 15, alors 15 et 9. D'accord. 15 ont été associés oui. à tout le travail, on a validé ensemble les indicateurs, on a fait des ateliers, donc tout est passé par la validation des associations. Et des associations de prise en charge. Pas toutes les associations, oui, la plupart du temps, c'est des associations féministes. Et on sait que le féminisme se nourrit. Il n'y a pas de féminisme comme ça. En tout cas, le féminisme associatif est un féminisme qui se nourrit de sa pratique. Qui se nourrit de sa pratique associative et de la prise en charge. Donc, c'est souvent des associations qui ont des centres de recherche, excusez-moi, des centres d'accueil. À l'intérieur de la République, il y a des centres d'accueil. Il y a des associations qui sont munies de centres. Déjà, Oui. La TFD, déjà, elle a trois centres. Un centre à Kérouan, un centre à Sfax, un centre à Sousse. Il y a les associations, si vous voulez, je peux vous dire... C'est bien de donner quelques exemples, oui, pourquoi pas. Oui, je vais vous dire leurs noms, parce que c'est important de le rappeler. D'abord, il y a... De valoriser leur travail, effectivement. Alors, il y a effectivement l'association Femmes et Citoyenneté du CAIF, j'en ai parlé. Il y a la TFD, également j'en ai parlé. L'association de développement GAFSA Sud, ADGS, dont la présidente est Sonia Mhamdi. L'association pour le développement durable et la coopération internationale de Zalzis, la DCI, la DDCI, les Amis de l'environnement de Kébili, Voix de la femme de Madère. Ceux-là, on a travaillé avec eux la batterie minimale qu'on a partagée. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a fait la phase 2, presque, du projet avec eux. Mais il y a TAMS également, il y a TAMS, donc voilà, il y a un certain nombre d'associations, il y a Aswat Nisser également, avec lesquels on a travaillé, mais qui n'ont pas de centre. Donc, ceux qui ont des centres d'écoute ou d'hébergement, donc qui ont des unités de prise en charge, on a fait le travail avec elles jusqu'au bout, jusqu'à mettre en place la batterie minimale. Les autres, on a fait des validations, que des validations avec elles sur le plan méthodologique, etc. D'accord. Donc, voilà. Alors, le livre... Donc, livre blanc. Un travail de recensement, oui, d'observation, de recueil d'informations, oui, et finalement... Et d'uniformisation. Uniformisation, bien sûr. Je vais vous dire quel est l'objet. Et il rend une batterie de critères, oui, révélateurs de la violence, vous avez oui, dit. alors... Est-ce qu'on peut donner des exemples? Bien ça sûr. veut dire quoi, un indicateur révélateur de la violence? Et est-ce qu'on peut donner un ou deux ou trois exemples? Oui, bien sûr. Merci pour votre question. Effectivement, c'est de l'observation, mais on n'a pas observé la violence. On a observé comment est observée la violence par les associations. Ah, d'accord. Et comment les associations, comment elles s'arrangent. Notre projet, c'est d'uniformiser entre nous les données. Toutes les associations ont des données, puisqu'on fait l'accueil des femmes, n'est-ce pas? On fait l'accueil des femmes victimes de violences. Et en général, les associations disposent de ce qu'on appelle des fiches pas de renseignements, des fiches qui concernent la vie de la personne, de la dame qui vient et qui fait le récit. C'est une fiche d'écoute. Une fiche d'écoute. Alors, dans la fiche... les remarques transcrites ou écrites lors du témoignage donné par la victime. Voilà, quand elle vient, alors c'est une fiche qui, en général, pour les différentes associations, va contenir un certain nombre de données socio-professionnelles, qui elle est, quand elle est née, où elle est née, si elle est mariée, pas mariée, si elle travaille pas, si elle a des revenus ou pas. Donc, on a le type, disons, ou les données socio-professionnelles qui intéressent la femme qui a fait la requête et qui a fait la démarche de venir aux associations. Donc, les 9 associations que je viens de citer sont des associations qui ont pris en charge des femmes et qui ont ces fiches de renseignement. Donc, le travail ne s'est pas fait directement avec les femmes.
il s'est fait sur les fiches de renseignement. Sauf concernant, donc, fiches de renseignement, il y a des données socio-professionnelles, mais fiches de renseignement qui contiennent également les récits de vie, qui contiennent quelques données, aussi bien sur elle, donc, qu'est-ce qu'elle a subi comme violence, la violence subie, violence économique, violence sexuelle, verbale, sexuelle, physique, etc. Et en général, je vais vous dire, Amel, en général, les violences n'arrivent jamais toutes seules, elles ne sont jamais isolées. Une violence sexuelle, elle est toujours accompagnée de beaucoup d'actes d'agression. L'agression physique, l'agression verbale, l'agression psychologique. C'est tout un ensemble. Et donc, il est important de bien écouter les personnes et de recueillir, comme vous dites, leurs témoignages. D'accord? Donc, on a des données sur la violence, on a des données sur l'auteur de la violence. L'auteur, la bien personne sûr, qui a agressé la violence. Voilà, qui a agressé, qui est-il, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelques données. Et on a des données en général. On a des données, donc je vous ai dit le type de violence, les femmes victimes de violence, l'auteur de violence, et sur le type de prise en charge. Que fait l'association quand une femme vient requérir son aide ou son intervention? Donc, vous allez voir, on va voir par exemple dans Beiti, on s'est beaucoup spécialisé dans la prise en charge juridique. Dans d'autres associations se sont spécialisées dans l'estime de soi, donc d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent reprendre son estime de soi, étant donné que la violence casse une personne. Elle finit par ne plus avoir confiance en elle, se sous-estimer, se disqualifier, considérer qu'elle n'est rien du tout. Donc il faut un travail important pour rassembler sur la morale, sur le côté moral, sur le côté moral. Et donc voilà les données. Donc cette batterie minimale, quel est son objet, quel est son but? C'est d'uniformiser les données pour que les associations, on ait à peu près le même niveau de données et la même compréhension des données. D'accord. Quand je dis... Ça concerne à chaque fois la même personne victime de la violence ou des personnes différentes? C'est les personnes qui sont prises en charge par les différentes associations. Donc on a l'équipe qui a fait la compilation, la compilation des données des fiches des femmes. Elles ont fait la compilation et elles ont pu sortir à partir de là, et sur lesquelles on s'est mis d'accord dans le cadre d'ateliers avec les différentes associations. On a fait l'objet, c'est donc d'uniformiser. Pourquoi uniformiser? Pour qu'on ait les mêmes données, qu'on puisse faire des comparaisons, qu'on puisse sortir, comme on vient de le faire dans le livre blanc, les profils types qui viennent vers les associations. Quelles sont les femmes qui viennent vers les associations? Quels sont les hommes dont elles qui commettent Madame Benarachour, c'est exclusivement des hommes les agresseurs? C'est exclusivement des hommes? Il y a des agressions, je ne dis pas, mais ce n'est pas le même ordre. Sauf l'agression vis-à-vis des femmes est une agression d'ordre patriarcal. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un problème de domination, dominé-dominant. Bien entendu, les femmes ne sont pas toujours dans des positions de domination, elles ne se laissent pas faire. Je ne suis pas de celle qui dit, mais en même temps, on sait qu'il y a des inégalités, la violence se nourrit des inégalités. Qu'il y ait des violences sur les hommes, on le sait. Qu'il y ait des violences de la part des femmes, on en parlait tout à l'heure avec les amis, on sait très bien aussi qu'il y a des femmes, quand ces femmes-là se posent elles sont assignées à avoir des rôles. Voilà. Quand ces femmes veulent jouer le rôle des gardiennes de l'honneur des femmes ou des gardiennes de la tradition. Et c'est souvent sur les femmes. Et pas sur les femmes. Pas du tout sur les femmes. Sur la mère.
sur des statuts sociaux. C'est pour ça que nous, on parle d'inégalité de statut, d'inégalité de droit. Il y a dans nos sociétés, dans les sociétés patriarcales, qui sont fondées sur les inégalités de statut, qui sont fondées sur la valeur différentielle des sexes, dit Françoise Héritier. Donc, on n'a pas la même valeur. Et donc, il y a des relations de pouvoir, des relations de dominant et de dominé, surtout qu'on a des lois qui l'organisent et qui le fabriquent tous les jours. On a des lois qui fabriquent l'asservissement, la servitude des femmes. C'est pour ça qu'il y a des féminicides. Enfin, pas que en Tunisie, dans le monde entier. Pourquoi on tue les femmes? Pourquoi on les tue? Pourquoi c'est aujourd'hui la classe humaine, malgré toutes les avancées de l'humanité sur la question des droits de l'homme, sur la lutte contre le racisme, contre la xénophobie, pourquoi c'est encore les plus ciblés dans le monde, ça reste quand même les femmes. D'accord. Donc voilà. C'est clair, c'est un travail de recherche scientifique dans le monde entier. On n'est pas en train d'inventer la roue, bien sûr, je voudrais le préciser. Alors si on revient à ce modèle de critères. Donc 35 critères, comme je vous ai dit. On peut en évoquer quelques-uns? Oui, bien sûr. Alors, comme je vous ai dit aussi, peut-être que je vais vous montrer, je vous ai dit qu'on a partagé aussi le contenu et la compréhension des concepts. Quand je dis violence, quand je dis discrimination, et on a suivi la loi de 78 pour reprendre la loi de 58, donc 2017-58, pour bien comprendre le type de violence, puisque il y a dans la loi, c'est ça qui est important, il y a dans la loi donc différents types de violences, et puis nous on veut que toutes ces données on les fasse remonter. Pourquoi? Pour définir des politiques publiques d'éradication de la violence, de prévention de la violence, de prise en charge des auteurs de violence, de prise en charge des victimes également de violence, etc. Donc c'est pour qu'il y ait des politiques publiques sur des chiffres valides, disons, sur des chiffres qui ont un sens pour tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on a un dictionnaire, c'est ça? On a un glossaire. C'est pour ça qu'on a un glossaire en arabe et en français, et même déjà, et même en tunisien, l'arabe belge interne. Donc un glossaire, alors qui reprend les différents types de violences, qui reprend, même en arabe, il y a des choses, comment on dit, vous le verrez, il est très intéressant. C'est un travail colossal. Je vais le prendre, ça. Je vais le prendre, n'est-ce pas? Oui, prenez-le. Ça m'intéresse de mais le lire, il est peut-être un peu gribouillé. Je vous ramène un propre. D'accord. Donc, toi, j'en ai pas. Mais je le ramènerai, il n'y a aucun problème. Merci. Et puis voilà la batterie. La batterie minimale d'indicateurs et protocoles interassociatifs de partage de données. Voilà, de partage de données. Et c'est là où on retrouve les critères. Là, on retrouve les indicateurs. Par exemple, voilà, je vous joue ici indicateur, l'indicateur 29, proportion d'auteurs de violence par antécédent judiciaire. Donc, on a toutes maintenant celles qui ont accepté donc, et qui ont intégré cette batterie minimale. On a toutes un critère sur les antécédents judiciaires. Et pour vous dire, eh bien, on se rend compte que les agresseurs n'ont pas nécessairement d'antécédents judiciaires, que l'agresseur est monsieur tout le monde, que c'est quelqu'un qui est banal, en qui tu peux avoir une confiance aveugle, qui ne présente aucune caractéristique particulière. On a un peu le profil type, si je me souviens bien, c'est souvent, d'abord c'est un homme tunisien, parce qu'il y a très peu de prise en charge des femmes migrantes malheureusement, donc ce qui montre qu'il y a une multiplication des discriminations, mais bon, on essaie de faire comme on peut. Donc c'est souvent un homme marié où l'écart d'âge entre lui et son épouse est assez important, qui n'a aucun problème d'antécédent juridique, il y a des moments dans la vie de ce couple qui peuvent être des moments de rupture, qui sont les moments de rupture au moment d'un divorce, au moment qui sont des moments de risque pour les femmes, qui sont des moments de risque lorsque la vie du couple bat de l'aile
et que il y a un moment où ils doivent se séparer. C'est les séparations, les moments de séparation sont les moments les plus... où apparaissent les plus risqués. degrés de violence, c'est ça, les plus de risqués. violence qui peuvent aller jusqu'au féminicide. Jusqu'au féminicide, jusqu'à la tuer mort, la femme, jusqu'à tuer l'assassinat des femmes, à qui on a donné le nom de fémicide ou de féminicide, si on veut montrer son caractère génocidaire, c'est-à-dire son caractère général. Maintenant, au niveau des chiffres... on peut en donner quelques-uns. Oui, on peut en donner quelques-uns. Donc, pour ne pas dire de bêtises, eh bien, alors au total, on a vu 519 dossiers qui ont été compilés, analysés. Bien sûr, dans les 519, on a l'essentiel, c'est 483 dossiers. Je dis bien dossiers, parce qu'il n'y a pas eu de discussion avec les femmes. C'est la compilation des fiches des associations de prise en charge. Donc, 423 primo-arrivantes, donc les femmes qui sont venues pour la première fois vers l'association. Et d'autres, ce qu'il faut savoir, c'est quand je vous dis, par exemple, que Baïti, elle a 1700 femmes aujourd'hui, ça, c'est les primo-arrivantes. Je ne parle pas des femmes qui continuent de fréquenter l'association parce que la prise en charge est une prise en charge de longue durée. Ce n'est pas des choses qu'on fait... Il y a des choses qu'on a réussi à faire assez rapidement, mais vous pensez bien que quand on fait des affaires en justice, il faut les suivre pendant des années. Et voilà. Avec le rythme qu'on a voilà. Donc, dans la justice tunisienne, oui. Pas que la justice tunisienne, allez. Enfin, alors, pas que la justice, mais principalement la justice tunisienne qui nous concerne. Alors, la je dis peut-être... hollandaise ne nous concerne pas. Pardon. Oui. Il y a beaucoup de retard. Et puis surtout, il y a beaucoup de maltraitance. C'est-à-dire qu'on sait que la justice tunisienne reste encore très très marquée par un caractère de justice de genre. Le fait de faire venir les femmes, on ne tient pas compte de la situation, de la condition des femmes, des conditions de vie des femmes. Ce n'est pas peu de dire à une femme, bon, revenez, ou de la laisser attendre. On l'appelle pour une audience, et l'audience ne commence jamais à l'heure à laquelle on l'appelle. Elle peut passer la journée à attendre qu'elle passe une audience. Et donc, vous voyez... Et ça, c'est le pain quotidien de tous les justiciables. Voilà. Oui, mais les justiciables, et quand ce sont des femmes, elles sont doublement sanctionnées. Vous voyez, elles sont doublement pénalisées. Oui. Parce qu'en plus, après, il faut qu'elles... Voilà. Donc, vous connaissez un peu cette condition. Donc, on a dit 519 dossiers. Oui. Alors, au niveau de la prise en charge, voilà les premières données. Donc, la prise en charge des associations. Que font les associations? Eh bien, on a un accueil de 427 qui représente 31%, c'est-à-dire un accueil des femmes qui fait que l'association se présente comme une structure contenante. C'est-à-dire que c'est très important cet accueil. C'est comment dire, c'est vraiment au niveau de l'accueil, c'est l'accueil qui assure le premier contact avec la victime. Et donc, cette victime ou survivante, la relation de confiance va se créer et va se construire dès cet instant. Avec l'association, dès ce premier accueil. La manière avec laquelle on l'accueille. Voilà. Si on prend l'enfant par la main, si on lui fait... Lorsque on l'accueille avec dignité, on ne lui pose pas trop de questions, il n'y a pas de pression sur elle. Donc tout cela est important pour construire la confiance. Parce que s'il n'y a pas de lien de confiance, la victime ou la survivante ne parle pas. Elle ne reviendra pas. Elle ne revient pas. Et donc ce n'est pas le but. Alors au niveau du conseil juridique, c'est la proportion la plus importante après l'accueil. Le conseil juridique et l'aide légale, ce qu'on appelle l'aide légale, on a 28%. Pour toutes les associations qui ont participé à ce travail. Donc disons, ce sont des taux qui concernent les 9 associations dont j'ai parlé tout à l'heure. Au niveau de l'écoute, c'est-à-dire l'écoute psychologique, le renforcement de l'estime de soi, le renforcement de ses capacités psychologique, on a au niveau de l'écoute, on a 26%.
Donc tout de suite après, l'aide et le conseil juridique. Pour l'accompagnement psychologique, on a 12%, l'hébergement, regardez comme ça 16%. tombe, 16%. Bon, pour les programmes d'autonomisation, 1%, c'est 1% hébergement, pas 16%, 16. 16%. Non, On a dit 16%. 16 femmes, pas 16%. Ah, 16 femmes. Sur les 519 dossiers, il y a eu 16 femmes uniquement qui ont été prises en charge en hébergement. Ça représente 1%. Ça ne représente que 1%. Bon, ça veut dire que des fois, elles n'ont pas besoin d'hébergement parce que les structures en Tunisie, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un déficit énorme. Je ne suis pas pour qu'il y ait partout des centres, mais qu'il y ait des solutions, pas pour l'hébergement des femmes, pour le droit au logement des femmes. D'accord. Pour un droit au logement absolu, c'est-à-dire que les centres d'hébergement qui existent ne doivent pas être pensés de manière isolée du droit à l'hébergement. Parce que, vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'une femme qui vient dans un centre d'hébergement, est-ce que c'est du provisoire ou... Bon, je vous ai dit, c'est du provisoire qui dure. Malheureusement. Ça peut aller parfois jusqu'à 2 ans. Pourquoi jusqu'à 2 ans? À Baïti, on a eu ça. Pourquoi? C'est pas une bonne chose, on n'est pas content. Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est pas pris dans le cadre général, transversal, holistique du droit au logement des femmes victimes de violences. Parce que ce que perd une femme victime de violence, c'est d'abord et avant tout le toit. Et oui, le toit de le toit qui la protège, elle et ses enfants. Et c'est pour ça qu'elles ne portent pas plainte. Et c'est pour ça, non pas parce qu'elles n'ont pas envie de porter plainte, elles savent ce qu'elles encourent, elles savent ce qu'elles perdent. Parce que si elles portent plainte, comme les maisons ne sont jamais au nom du mari, et qu'on est dans l'indivision, c'est ça aussi. On n'arrive même pas à appliquer la sentence ou la décision de justice de faire sortir le mari et de laisser la maison à la maman, surtout si elle a des enfants ou elle a pour elle seulement, selon la loi de 2017-58. Vous comprenez? Donc il y a des choses, il y a des déficits. Difficultés pratiques. Il y a des difficultés et de très très grands obstacles, qui font qu'aujourd'hui, c'est très bien cette loi. On est très très heureuses et heureux tous en Tunisie, parce qu'il y a des hommes avec nous, et des hommes féministes. L'association Baïti est une association mixte. Donc il y a des hommes avec nous et qui portent le projet avec le même enthousiasme et le même engagement. Mais le problème c'est celui-là, c'est que on a une loi, mais qui nécessite aujourd'hui, avec cette observation pratique sur quels sont les besoins des femmes quand elles sont victimes de violences. Vous savez qu'une femme qui est victime de violence perd son travail. Parce qu'elle va s'absenter de plus en plus. Après, elle va faire elle n'a plus la capacité de suivre, et donc quand elle perd son travail, elle n'a plus de revenus. Donc c'est une vision générale. Il faut voir ça dans un cadre général. Et donc, je peux continuer pour les victimes de violences, parce que là... rapidement. Oui, bien sûr. Alors, parce qu'il y a Nawel Skandrani qui attend aussi son rôle pour le... D'accord. Alors, pour les victimes de violences, je vais vous donner... vous voulez les données socio-professionnelles des femmes? Qui sont-elles? Si vous voulez. Alors oui, alors elles sont... Un tout petit peu le profil Après, de ces femmes. Alors le profil des femmes victimes de violences, elles sont en général approximatif. Donc, elles sont en général des femmes mariées, celles qui viennent aux associations. Celles qui viennent aux associations, c'est souvent des femmes mariées, majoritairement mariées, avec un bon niveau d'instruction, majoritairement diplômées du secondaire, Ernest Fourc, pas le petit secondaire, mais peut-être les dernières années du secondaire, avec, alors, majoritairement, ne disposent pas d'un emploi, elles sont au chômage, et vous connaissez le problème du chômage des diplômés chez nous. Elles sont majoritairement en milieu urbain, il y a très peu, ça ne veut pas dire que les femmes rurales, comme on dit, ne viennent pas, ça veut dire que nous n'avons pas les structures suffisantes pour que les femmes rurales puissent
venir vers nous. Et donc, une des recommandations, c'est de trouver comment aller vers elles. On ne trouve pas assez de migrantes. Donc, à nous de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers les femmes migrantes. C'est souvent aussi des femmes qui n'ont aucune couverture sociale, qui ont un niveau, comme je vous ai dit, d'instruction important, qui a un enfant à charge ou une famille à charge, des personnes âgées à charge, qui sont logées de manière générale à titre gracieux, c'est-à-dire soit avec la famille. Et donc, quand on dit avec la famille, il n'y a pas d'autonomie puisqu'elles sont mariées par ailleurs, et c'est souvent la famille du mari. Et puis, alors, qui traversent des vulnérabilités, un croisement de vulnérabilité. Vulnérabilité, un des facteurs de vulnérabilité qui a été mis en exergue par un très grand économiste, malheureusement aujourd'hui parti, et je lui rends hommage, c'est Azem Mahjoub. Oui, Azem. Donc, le critère de vulnérabilité, c'est le logement. D'accord. Les femmes n'ont pas de logement, n'ont pas de... Et donc, voilà un premier critère de vulnérabilité. Et le deuxième critère, c'est le deuxième indice de vulnérabilité, c'est la pauvreté. D'accord. Qui rend les femmes chômage, sans logement et la pauvreté. Et la pauvreté. Voilà, ça c'est le portrait approximatif. Bon, je vous ai parlé du portrait approximatif de l'auteur de violence. Et avec je vous ai dit, il y a un écart important d'âge qui est propice à l'exercice de la violence, à l'emprise, donc à exercer des dominations, à avoir des relations, non pas des relations d'égalité, mais des relations de violence. Et puis, alors pour la prévalence des violences comme ça, et on finit sur ça si vous voulez, oui. On a les violences psychologiques, elles arrivent en première position avec 93%. Les violences physiques, dont par exemple au niveau de nos 9 associations, 5 tentatives de féminicide. C'est-à-dire que les femmes s'en sont sorties. Alors je ne vous parle pas des féminicides qui ont eu lieu l'année dernière. Et tout cela, j'ai oublié de vous dire que ça concerne le premier trimestre 2022. De 2022, c'est oui, le premier trimestre. Le premier trimestre uniquement. Oui. Alors, on a également les violences en troisième position. Alors, deuxième position, je vous ai dit les violences physiques. Les violences physiques. Oui. Avec 71% de violences physiques. Donc, les femmes viennent témoigner à 71% de ces violences physiques. Il y a les violences économiques qui sont de 65%, les violences sexuelles de 30% et les violences politiques de 6%. C'est très élevé. C'est très élevé. Et ça confirme, d'année en année, ça confirme. Ce que je voudrais dire, c'est de terminer peut-être sur des formes de violence qui nous inquiètent et beaucoup, c'est l'inceste. Il y a de plus en plus d'inceste. De plus en plus d'inceste. Ah oui, les femmes viennent. On vient d'avoir même, moi je viens d'avoir dans mon association, heureusement que la justice a été rendue dans cette histoire, où voilà quoi. Mais est-ce qu'on subit la violence sous forme d'inceste à un âge très jeune ou à justement, un âge avancé? Non, l'inceste c'est un âge très jeune. Quand on est oui, c'est sur des mineurs. C'est sur des mineurs, donc enfants et adolescents. C'est sur des mineurs et des enfants adolescents et sur les filles et les garçons. Il y a quelque temps, les filles et les garçons. Voilà, qu'il y a quelque temps dans la loi, le code pénal, les agressions sexuelles étaient conçues uniquement à l'encontre des filles. Alors qu'on sait très bien qu'un petit enfant, un petit garçon subit des attouchements, subit des agressions sexuelles. Voilà. De l'expression. Alors, ce qu'on a vu également... Une dernière question, oui. Après votre remarque. Oui, juste une remarque importante, c'est que les violences sont récurrentes. C'est-à-dire que quand les femmes viennent nous voir, c'est qu'elles ont déjà subi au moins 10 fois la violence. Donc elles ne viennent pas dès la première tentative. Non, peut-être chez les jeunes aujourd'hui, on commence à se dire peut-être qu'avec les jeunes prennent conscience, donc elles vont venir plus tôt, et puis elles ont d'autres stratégies de contournement, si vous voulez, pour les jeunes, mais les femmes viennent quand elles sont déjà, quand il n'y a plus de recours.
parce qu'elles vont essayer avec la famille. Disons-le, quand elle est réellement abattue. Oui, elle est totalement abattue, elle est totalement isolée. Et donc souvent elles viennent, mais ne veulent pas porter plainte. Il y a très peu de plaintes. Soit, alors, c'est plusieurs choses à la fois. Il n'y a pas confiance en la justice d'abord. Hein. Et puis c'est une justice, vous l'avez dit vous-même, c'est une justice lourde qui met des années. Les indemnités sont dérisoires, lorsqu'on veut faire comment on appelle ça, un divorce pour faute, et où la dame peut prendre ce qu'on appelle le haq sharsi. Donc elle est partie civile dans un procès pénal et donc elle peut avoir une indemnité. Je vous dis pas, il faut être à 100 juristes pour comprendre la procédure. Tellement c'est compliqué, c'est très difficile. Donc j'espère que les choses vont changer. Il faut prendre avec sérieux le problème de la violence. Je sais que c'est un phénomène général, mais ça n'excuse pas, ça n'excuse en rien du tout. Il faut qu'il y ait de vraies politiques publiques, il faut qu'on le prenne avec sérieux. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé d'autres lieux, je n'ai parlé que de ce que nous connaissons, c'est-à-dire la violence conjugale ou intrafamiliale. Il faut voir sur les lieux de travail, dans les facultés, dans les écoles, il y a énormément de violence et c'est un phénomène contre lequel il faut qu'on se mobilise et je pense que ton émission... C'est le rôle des médias, effectivement, d'ouvrir le débat sur ces phénomènes très néfastes pour l'être humain et pour la société. Ma toute dernière question, Madame Benarachour, ce livre blanc, ce petit catalogue de batteries, d'indicateurs, le Mu'jam ou le glossaire, c'est publié pour qui? C'est pour le grand public? Est-ce que c'est accessible par le grand public? Non, c'est publié, oui, c'est accessible. Ou c'est un document technique pour les associations? Non, là, c'est un document de plaidoyer. D'accord. Le livre blanc, on comptait bien. Bon, malheureusement, on a eu les élections, donc tout ça a reporté, ça a beaucoup les élections du 17 décembre et puis du 29 janvier, il me semble. Oui. Bon, donc pour les élections législatives, ça nous a beaucoup retardé parce que tout le monde était un peu happé par la question. Mais le livre blanc, on voulait le présenter justement, et on l'a présenté publiquement le 31 janvier, on l'a présenté publiquement, on a invité les officiels, on a invité le ministère de la Femme, on a invité l'Observatoire, et puis surtout c'est pour les associations, c'est des documents... C'est un outil de travail. C'est un outil de travail, mais le livre blanc est un outil de sensibilisation et il contient d'ailleurs des recommandations à la fin, des recommandations très pratiques que l'on peut partager avec les différentes institutions publiques. Non pas on n'est pas là pour donner de leçons, hein, pas du tout, on travaille avec beaucoup d'humilité, on connaît nos limites, mais en même temps on a une expertise qu'on voudrait mettre en valeur. On a l'engagement qu'il faut pour que notre discours soit crédible. On n'est pas fénin le rokba, comme on dit en tunisien. On n'est pas là pour regarder les choses en spectateurs et spectatrices. On fait tout pour que ces choses-là s'arrangent et qu'il y ait de la prévention avant d'en arriver à la guérison. Effectivement. Merci infiniment, Madame Benarachour. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Baïti, que vous êtes venue aujourd'hui pour parler de ce livre blanc sur les indicateurs et les protocoles interassociatifs de partage de données sur le phénomène de la violence à l'encontre des femmes. Voilà, donc le titre complet, c'est « Du travail associatif pour la prise en charge des femmes victimes et survivantes des violences basées sur le genre ». Merci infiniment, Madame. C'est moi. Je vous remercie. Allez, au revoir. Et mon invitée suivante est la grande artiste Nawel Skandran, parce qu'on va parler de Black and White Circus, n'est-ce pas, Madame? À tout de suite.